Est-il seulement possible de concevoir ce qui se produit dans l'esprit d'un créateur ou d'une créatrice quand cette personne tombe éperdument, irrémédiablement amoureuse de sa propre création? Ah, c'est une vraie question vertigineuse. N'est-ce pas? On ne parle pas ici d'une simple affection pour un personnage bien écrit, hein. On parle d'un amour si puissant, si dévorant et obsessionnel, que la fiction elle-même commence à exiger sa place dans le monde tangible. Exactement. Et c'est un phénomène fascinant à analyser. Eh bien, démarrons cette nouvelle exploration approfondie pour tenter de répondre à cette question. Je suis ravi d'être là pour décortiquer ça aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie de plonger là-dedans. Pour nourrir notre réflexion, on s'appuie sur un ensemble de documents vraiment passionnants. D'abord, il y a ce roman, Après le héros de papier, qui a été publié en mars 2026 par Pierrette Champon-Chirac. Un texte très riche, oui. Tout à fait. Et on a aussi compilé des critiques littéraires de l'œuvre, ainsi que des essais psychologiques qui portent sur les relations parasociales et sur les mécanismes de défense par l'imaginaire. C'est ce croisement de sources qui rend l'analyse pertinente, en fait. C'est ça. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décortiquer le parcours intime d'une femme. Une femme qui va devoir, à un moment charnière de son existence, désapprendre la perfection absolue de la fiction. Pour réussir à embrasser la beauté de la vraie vie, oui. Absolument. Une beauté qui est souvent chaotique et imparfaite pour une relation bien réelle. Cette trajectoire, elle soulève des questions fondamentales sur notre rapport à l'évasion. En croisant le texte du roman avec les analyses psychologiques, on observe comment l'esprit humain est capable de bâtir des forteresses mentales d'une complexité inouïe. Des forteresses pour se protéger de la souffrance. Voilà, c'est ça. Le récit de Champon-Chirac utilise un symbolisme extrêmement précis pour illustrer cet enfermement. Et ce qui retient particulièrement l'attention, c'est la manière dont des événements en apparence mineurs, ils vont agir comme de puissants catalyseurs pour fissurer cette armure. Parce que le passage de l'obsession fictive à l'acceptation du réel, ça ne se fait pas sans douleur, hein. Ah non, pas du tout. Il s'agit d'une métamorphose psychologique complète. Alors, entrons directement dans le vif du sujet en observant l'environnement initial de notre protagoniste. Le point de départ, c'est celui d'une romancière à la retraite. Elle a choisi de vivre dans le Ségala. Une région très rurale, très isolée. C'est ça. Elle habite une maison périphérique vraiment isolée, au milieu d'un vaste espace vert. Son quotidien, il est rythmé par l'observation de la nature depuis sa véranda. Et par la musique. Oui, l'écoute de musique classique. Mais un détail important, elle la passe à un volume très très élevé. Si l'on s'arrête à cette simple description, on pourrait presque y voir une forme d'idéal. Une sorte de retraite méditative, apaisante. Voilà, loin du tumulte de la société, ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait, oui. L'illusion de la sérénité est effectivement très bien construite au début du récit. Néanmoins, en lisant entre les lignes et en se référant aux éléments de contexte fournis par l'auteur, on comprend rapidement que cette solitude, elle n'a rien d'un épanouissement spirituel. Pas du tout, non. Le texte fait mention d'une, je cite, expérience malheureuse dans son passé amoureux. Ah, le fameux traumatisme. Exactement. Dès lors, la maison sans voisins, l'absence d'interaction sociale et même cette musique classique diffusée à plein volume, ça prend une toute autre signification. La musique ne sert pas à contempler. Elle sert à saturer l'espace. C'est ça, à étouffer le silence oppressant de sa propre vulnérabilité. Elle s'est retirée du monde pour la simple et bonne raison qu'elle refuse de s'exposer à nouveau à la moindre blessure émotionnelle. Ce mécanisme de défense, il est tellement humain, somme toute. Quand on a été profondément blessé, l'isolement semble être le seul remède logique. Absolument. On se coupe de tout. Mais une forteresse, aussi épaisse soit-elle, elle finit toujours par rencontrer une force capable d'en éprouver les limites. Et ici, l'événement déclencheur est d'une banalité qui le rend d'autant plus terrifiant. L'orage. Un orage d'une violence inouïe. Le tonnerre fait trembler la maison, les éclairs déchirent le ciel, et soudainement, paf, le courant est coupé. La voilà dans le noir complet. Dans le noir, incapable de faire fonctionner quoi que ce soit. Elle ne peut même pas se faire chauffer de l'eau pour un simple café réconfortant. Et là, l'angoisse la saisit instantanément. La disproportion entre l'incident technique et la panique qui s'empare d'elle, c'est vraiment le nœud psychologique de cette scène. Ce n'est pas l'obscurité en soi qui la terrifie. Non, c'est ce que ça représente. Tout à fait. C'est ce que cette panne d'électricité révèle. Dans ce moment de privation de confort matériel et de vulnérabilité physique, elle est brutalement confrontée au vide abyssal de son existence. L'orage lui arrache son illusion d'autosuffisance, en fait. C'est exactement ça.
Elle prend conscience que si quelque chose de grave devait arriver, elle n'a personne à appeler, aucune présence pour la rassurer. Son sanctuaire protecteur se mue, en l'espace d'une seconde, en une cellule d'isolement. Et c'est précisément dans le sillage de cette crise de panique qu'elle donne naissance à Jason. Son héros. Dès que l'orage s'éloigne, elle se jette sur l'écriture et façonne ce personnage. La description ne laisse aucune place au hasard. Il est grand, solide, blond, avec des yeux d'un bleu profond. Le cliché parfait. Totalement. Il possède des épaules larges, il dégage une aura protectrice et rassurante. En lisant ces lignes, on comprend immédiatement que Jason n'est pas qu'une simple figure littéraire. Il est le chevalier blanc. C'est ça. L'antithèse absolue de sa propre impuissance face à la tempête. L'analyse de la psychologie de l'écriture prend tout son sens ici. Jason est conçu comme une extension compensatoire de la romancière. Elle le dote de toutes les caractéristiques qui lui font défaut dans sa réalité clôtrée. Là où elle a peur, lui, il est fort. Voilà. Là où elle se tapit dans l'ombre par peur de l'inconnu, Jason avance avec assurance. Là où elle choisit le silence, il s'exprime avec force. Par l'entremise de ce personnage, elle vit des actes de bravoure et d'indépendance par procuration. C'est fascinant de voir ça comme ça. Il devient une véritable béquille psychologique vitale, un tuteur émotionnel sur lequel son esprit, fragilisé par l'isolement, vient s'enrouler pour ne pas s'effondrer. Mais le glissement, il commence à s'opérer lorsqu'on réalise qu'elle développe de véritables sentiments amoureux pour ce texte. C'est là que ça devient dangereux. Oui, elle relie la scène de la première apparition de Jason avec une ferveur presque inquiétante. L'absence du personnage, quand elle ne l'écrit pas, ça provoque chez elle un manque physique. Un vrai symptôme de sevrage. C'est ça. On la voit même altérer la structure de ses intrigues de manière irrationnelle, uniquement pour maintenir Jason au centre de l'action. Un peu comme on essaierait de faire durer un rendez-vous amoureux en commandant un dernier verre qu'on ne veut pas vraiment boire, juste pour que l'autre reste. On touche là au cœur du syndrome de Pygmalion. S'investir émotionnellement dans un être de papier, ça présente un avantage immense pour un esprit traumatisé. Le risque zéro. Absolument. C'est un amour garanti sans aucun risque. Le personnage ne trahit pas, ne ment pas, n'abandonne jamais. Toutefois, le cerveau humain gère très mal la compartimentation entre une émotion réelle et un objet de fixation imaginaire prolongé. La limite devient floue. Très flou. L'attachement devient si intense que la frontière censée séparer le monde de la fiction de la réalité tangible commence à perdre de son étanchéité. Jason cesse d'être une marionnette dont elle tire les ficelles pour devenir une entité qui occupe son espace mental en permanence. Et cette perte de contrôle devient évidente et même assez effrayante lorsqu'elle s'endort. Ah, la scène du rêve. Les rêves de la protagoniste sont décrits avec une grande précision. Elle se promène avec Jason dans une forêt baignée de lumière. Tout semble idyllique, vraiment. Jusqu'au déraillement. Exactement. Jason, qui jusqu'alors se contentait d'une présence silencieuse et parfaite, prend la parole. Et il ne murmure pas des mots doux. Avec un ton de reproche, il lui demande pourquoi elle l'a fait attendre si longtemps. Et il ajoute quelque chose de très dur. Oui, il affirme froidement qu'il refuse de continuer à marcher indéfiniment sans elle. La béquille imaginaire commence à formuler des exigences. C'est terrifiant. Ce moment onirique symbolise l'ultimatum que son propre subconscient lui envoie. L'angoisse générée par ce rêve provient du fait que le mécanisme de défense se retourne contre sa créatrice. C'est presque un court-circuit. C'est tout à fait ça. L'imaginaire ne se contente plus d'être un refuge passif. Il déborde et exige une incarnation. Son esprit lui signifie clairement que la fuite perpétuelle dans la fiction est devenue intenable. L'injonction de Jason, c'est en réalité l'instinct de vie de la romancière qui se réveille et qui hurle la nécessité de renouer avec le monde extérieur. Et d'ailleurs, le monde extérieur ne se fait pas prier pour s'immiscer dans cette relation exclusive. Loin de là. L'autrice est soudainement confrontée à ses propres lecteurs. Lors d'une partie de belote au club des aînés de la région, une scène géniale, au passage, et à travers une avalanche de courriels, elle découvre avec stupeur que son public s'est totalement approprié de Jason. Il ne lui appartient plus. Plus du tout. Une lectrice lui envoie même un message qui résonne comme un coup de tonnerre. Elle écrit, je cite, « Je sais qu'il n'existe que dans vos livres, mais ce qu'il a éveillé en moi, lui, est bien réel. » C'est très fort comme phrase. C'est fou. En lisant ces mots, on réalise l'ampleur du bouleversement. La romancière se retrouve dans la position absurde de devoir partager l'homme de sa vie, son idéal intime, avec des milliers de parfaits inconnus.
Et la réaction de l'autrice face à cette appropriation est d'une grande violence symbolique. De la pure jalousie. Exactement. Elle est consumée par une jalousie possessive, un sentiment qu'on réserve habituellement aux relations humaines réelles. Pour reprendre l'ascendant et punir l'infidélité perçue de son public, elle décide de saboter consciemment le personnage de Jason dans le manuscrit suivant. Elle le détruit. Gant et antipathique. Mais l'écriture de fiction agit toujours comme un miroir de l'âme. Cet acte de sabotage ne lui apporte aucun soulagement. Bien au contraire. Au contraire, oui. Il engendre une culpabilité dévastatrice, illustrée par ce nouveau rêve où Jason l'accuse formellement de trahison. L'analyse de cette culpabilité est fascinante. Elle ne protège pas son œuvre en tant qu'artiste, elle défend son territoire en tant que femme jalouse. C'est une réaction très viscérale. Pour retrouver la paix intérieure, elle doit capituler. Elle réécrit le personnage, accepte de gommer sa perfection lisse pour lui redonner des défauts, des nuances. Elle le rend fondamentalement humain. Ce qui équivaut à accepter de le laisser vivre sa propre vie dans l'esprit des lecteurs. C'est ça. Ce lâcher-prise littéraire, cette acceptation de ne plus tout contrôler, semble être la condition préalable pour que le véritable monde physique puisse enfin faire son entrée dans sa vie. Le parallèle est direct. En renonçant à la toute-puissance sur son monde imaginaire, elle crée un espace de disponibilité mentale pour la réalité. Et cette réalité se manifeste de façon presque troublante. Ah, la scène de la librairie. La rencontre fortuite dans la librairie locale marque un point de non-retour dans l'intrigue. Un homme l'aborde pour discuter précisément de l'évolution psychologique de son personnage dans son dernier roman. Et la ressemblance est dingue. L'auteur décrit cet homme avec des détails troublants. Il possède la stature de Jason, ses yeux bleus, sa voix posée et ce léger accent caractéristique. La ressemblance physique est frappante. Mais la dynamique de cette interaction est aux antipodes de ce qu'elle connaît. Haussement de sourcils, la moindre réplique spirituelle. Face à cet homme dans les allées de la librairie, elle fait l'expérience foudroyante de l'altérité. L'homme ne déblatère pas de grandes déclarations dramatiques. Il est juste normal. Il ne fixe même pas de prochain rendez-vous avec l'assurance arrogante d'un protagoniste de roman d'amour luctique. Il y a des silences, des hésitations, une absence totale de garantie. Cette perte de contrôle face à l'imprévisible, ça génère chez elle un vertige immense. Le vertige de la vraie vie, nourri par des signaux d'une banalité qui tranche radicalement avec l'épopée littéraire. Le récit mentionne cet échange nocturne quelques jours avant la Saint-Valentin. Le fameux SMS. L'homme lui envoie un SMS inattendu contenant les paroles de la chanson du film « Belle et Sébastien »,« Belle, ô ma si belle, quand je t'ai vue, je t'ai aimée ». Ce simple message électronique accomplit ce que des milliers de pages de prose n'ont pas su faire. Il court-circuite son système de défense. Et ça la plonge dans un été d'analyse textuelle obsessionnelle, mais cette fois-ci appliquée à un simple SMS au lieu d'un manuscrit. C'est assez drôle à lire d'ailleurs. Elle perd le sommeil, elle décortique le sens de l'envoi à l'heure de réception. On assiste en direct à la migration de son énergie émotionnelle. Toute la charge affective qu'elle réservait religieusement à son idéal de paquier est en train d'être aspirée par cet homme bien concret. La réalité frappe à la porte avec tellement d'insistance que la fiction ne suffit plus à endiguer le flot. Exactement. Dès lors, le défi majeur de la protagoniste s'impose de lui-même. Elle doit réapprendre les codes de l'interaction humaine. Des décennies de fréquentation d'amour littéraire absolutiste l'ont formatée. Il faut tout désapprendre. Le test grandeur nature débute par une simple promenade au bord d'un lac. La scène est volontairement dépouillée de tout artifice romantique. Il n'y a pas de coucher de soleil spectaculaire, ni de dialogue ciselé. Au contraire, le chemin est boueux. Elle glisse dans la boue. Elle glisse maladroitement et, pour lui éviter de tomber, il la rattrape par la taille. Le baiser qui s'ensuit sur un banc est décrit comme hésitant, presque gauche. C'est un moment de vulnérabilité pure. La maladresse, dans la fiction, est souvent un outil scénaristiquement calculé. Le fameux moment comique pour rapprocher les personnages. Mais ici, la glissade dans la boue est juste une glissade. Une simple maladresse. Voilà. Mais la désorientation culmine véritablement lors de leur escapade d'un week-end en Lozère. Ils partent visiter l'Avenarmand et dorment dans un château élégant. Influencée par toute une vie passée à écrire des scènes de passion dévorantes, la romancière s'attend logiquement à vivre une nuit d'une intensité volcanique. Elle a le script en tête. Elle l'a écrit 1000 fois. Elle anticipe la consommation brûlante de leur attirance comme l'exigerait n'importe quel climax de best-seller. Mais la confrontation entre l'attente fictionnelle et la réalité des sentiments est ici magistrale.
Au lieu de l'orage passionnel espéré, l'homme fait preuve d'une tendresse infinie, d'une grande pudeur. Il ne se passe rien de ce qu'elle attend. Il s'allonge à ses côtés, lui prend la main avec un respect profond et s'endort paisiblement. La réaction immédiate de la romancière est une déception teintée de doute. Habituée au code de la dramaturgie où l'amour doit impérativement se prouver par l'urgence du désir, elle se demande un instant si elle manque d'attrait, si cette tranquillité cache un rejet. La révélation qui a lieu le lendemain matin, lors du petit déjeuner, remet tout en perspective. Elle réalise soudainement que cette fameuse passion romanesque, celle qui consume et détruit tout sur son passage, ce n'est qu'une invention narrative conçue pour maintenir le lecteur en haleine. C'est un outil de vente, presque. Exactement. L'homme ne la rejette absolument pas. Au contraire, il refuse d'en faire un objet de consommation immédiate. En choisissant la lenteur et le sommeil partagé, il pose les bases de la durée. Il lui démontre que l'amour sincère ne se mesure pas à la fulgurance d'une scène d'alcôve, mais à la patience et au respect du rythme de l'autre. Cette prise de conscience est une étape de guérison majeure. Mais le parcours ne serait pas complet sans affronter la peur ultime, la peur de la perte. L'épreuve décisive de la confiance intervient avec le fameux coup de téléphone de Claire. Ah oui, l'ancienne compagne de l'homme. Dès que ce fantôme du passé se manifeste, l'instinct de survie de la romancière, jadis responsable de son isolement, s'enflamme de nouveau. La peur viscérale d'être reléguée au second plan, de n'être qu'une transition remplaçable, refait surface. C'est une angoisse inédite pour elle. Parce qu'avec Jason, il n'y a pas d'exsudia. C'est ça. La question de l'infidélité ou d'un passé concurrent n'existait tout simplement pas avec un héros de papier. La réalité implique l'acceptation que l'autre a une histoire, un vécu qui nous précède. Et la façon dont cet obstacle est surmonté dans le récit est une merveille de simplicité. L'homme choisit la transparence radicale. Sans drame. Sans chercher à esquiver ou à minimiser, il pose son téléphone bien en évidence sur la table. Il lui explique avec calme et fermeté qu'il a répondu à cette femme dans l'unique but de clore définitivement leur histoire et qu'ils viennent bloquer son numéro pour protéger le nouveau départ qu'ils sont en train de construire. Pas de quiproquo. Pas de malentendu tragique, pas de non-dit dramatique qui s'étirerait sur des chapitres entiers. Juste la vérité nue. Et cette simple honnêteté suffit à transformer la terreur de l'autrice en une confiance absolue. C'est le triomphe du compagnon de lit sur le héros de papier. Et la dernière partie de l'œuvre s'attarde avec beaucoup de justesse sur la poésie de la banalité. Le récit nous dépeint l'installation d'un quotidien partagé à des années-lumière des péripéties haletants des romans. Les petites choses de la vie ? Oui, ce sont les repas préparés à deux qui redonnent de la saveur aux aliments, remplaçant la nourriture utilitaire consommée dans la solitude. Ce sont les soirées passées à jouer au Scrabble, les fous rires déclenchés par le dictionnaire virtuel Motnet qui refuse leurs trouvailles linguistiques. Ces passages est tellement drôle et authentique. Les moments paisibles à relire les albums de Tintin ou encore ces longs trajets en voiture vers la Bretagne où le temps n'est plus un ennemi à tuer, mais un espace à savourer ensemble. L'apothéose de cette reconstruction commune est brillamment illustrée par la métaphore de la recherche immobilière. Ils se lancent dans la quête d'une maison à eux. Et cette étape est cruciale, car elle ne coule pas de source. C'est un exercice difficile. Visiter des biens immobiliers, c'est apprendre à exprimer ses envies, mais aussi ses limites. C'est faire l'expérience de la frustration face aux échecs successifs. Il y a des maisons trop grandes, trop sombres, mal agencées. La recherche d'une maison est vraiment la représentation allégorique de leur couple. C'est un exercice de compromis constant. Ils doivent apprendre à attendre ensemble sans que l'un n'impose sa volonté à l'autre par épuisement ou par domination. Et ils finissent par trouver. Ils finissent par trouver une maison ancienne. Et le choix de ce lieu est lourd de sens. Ce n'est pas une construction neuve et immaculée, parfaite dès le premier regard. C'est une demeure lumineuse, mais qui requiert des travaux, de l'attention. Elle a ses défauts. Elle possède ses propres failles structurelles, à l'image des êtres humains qui vont l'habiter. Mais elle est vivante, dotée d'une pièce qui s'ouvre sur un jardin sauvage, un espace idéal pour que la romancière puisse continuer à écrire. Non plus pour fuir, mais pour créer depuis un ancrage solide. Le point final de cet arc narratif nous offre d'ailleurs une image d'une grande puissance symbolique. La romancière, désormais installée dans cette nouvelle maison, vibrante de vie, se retrouve devant son écran d'ordinateur. Elle ouvre le dossier. Elle navigue dans ses dossiers et ouvre le vieux fichier contenant les descriptions des exploits invincibles de Jason. Elle relit aux pages qui furent autrefois son unique bouée de sauvetage. Et, dans un geste d'une simplicité désarmante, elle clique pour refermer la fenêtre du document. Sans émotion. Pas une larme, pas une once de nostalgie.
L'ombre protectrice mais étouffante de Jason s'évapore de la pièce. Ce geste anodin confirme l'achèvement de sa métamorphose. L'écriture s'est définitivement affranchie de son rôle de mécanisme de survie. Elle n'a plus besoin d'élaborer une mythologie personnelle pour combler les carences de son existence. C'est une vraie guérison. Et ses surprises déroutantes est enfin aboutie. Jason a rempli sa fonction, il a été un tuteur indispensable pour empêcher la structure psychique de la romancière de céder sous le poids de la solitude. Mais l'arbre a désormais repris racine de lui-même, il a gagné en robustesse et il peut dorénavant se passer de ce soutien artificiel pour s'élever. La trajectoire que nous venons de disséquer, elle est vraiment profondément marquante. Partant d'un esprit reclus, terrorisé à l'idée de souffrir au point de s'enterrer vivant dans une forteresse de solitude et d'utiliser la création littéraire comme un bouclier impénétrable, eh bien, nous assistons à une lente et courageuse renaissance. Une renaissance permise par la vie elle-même. Grâce aux soubresauts imprévisibles de la vie, elle trouve la force de démanteler ce refuge. Elle accepte de troquer la perfection stérile d'un idéal fantasmé contre l'incertitude merveilleuse, maladroite et profondément authentique d'un amour incarné. Pour conclure cette vaste analyse, il me semble essentiel de soulever une réflexion plus large qui dépasse le cadre strict du roman. Je suis tout oui. Le parcours de cette protagoniste interroge directement notre propre consommation culturelle. Nous engloutissons tous quotidiennement des fictions, nous admirons des héros irréprochables et des récits d'amour parfaitement chorégraphiés. La tentation est grande de considérer tous ces livres et ces films comme de simples portes de sortie. Des échappatoires. Des échappatoires permanentes pour fuir la morosité ou la dureté du réel. C'est une perspective qui donne le vertige, effectivement. Et si le véritable rôle de la fiction, pour quiconque lit, écoute ou regarde ces histoires, n'était pas de nous détourner de la réalité, mais plutôt de servir d'espace d'entraînement pour notre propre psyché? Un terrain d'essai? L'imaginaire pourrait être envisagé comme une salle de sport émotionnelle, un lieu sûr où l'on fortifie nos cœurs et où l'on explore nos vulnérabilités à l'abri des conséquences immédiates. C'est une belle façon de le voir. Tout cela dans un seul but secret, nous donner, un jour, lorsque l'occasion se présente, le courage nécessaire pour refermer le livre et affronter la beauté terrifiante, imprévisible et glorieusement imparfaite de la vraie vie. C'est le mot de la fin idéale. Voilà une pensée qui mérite qu'on s'y attarde longuement. C'est la fin de notre plongée du jour pour l'auditoire. À très bientôt pour une nouvelle exploration de notre documentation. D'ici là, que chacun continue à nourrir son imaginaire, mais en gardant toujours la porte entrouverte pour le monde réel.